Deux propositions de loi pour un objet. À partir d'aujourd'hui, deux textes sont examinés à l'Assemblée nationale sur le sujet de la fin de vie. Le premier concerne les soins palliatifs, le second, l'aide active à mourir. Ce dernier, tel qu'il existe aujourd'hui, prévoit d'ouvrir l'accès au suicide assisté ou à l'euthanasie sous certaines conditions à des patients atteints d'affections graves et incurables en phase avancée ou terminale. Alors, mais que contiennent ces textes exactement? Que pourraient voter les députés? Quel progrès ou non cela représente-t-il vraiment? Pour en débattre ce soir, deux invités. François Blot, bonsoir. Bonsoir Quentin. Vous êtes médecin réanimateur, président du comité d'éthique d'un hôpital parisien et l'auteur de l'ouvrage intitulé « Faut-il légaliser l'aide médicale à mourir ?» C'était chez Hermann en 2023. Face à vous, Bruno Dalla Porta, bonsoir. Bonsoir Quentin. Vous êtes médecin néphrologue, c'est-à-dire que vous soignez les reins notamment. Vous êtes docteur en éthique et spécialisé en philosophie appliquée à la santé. L'auteur de l'ouvrage intitulé « Tuer les gens, tuer la terre, l'euthanasie et son angle mort ». C'est aux éditions des Compagnons d'Humanité. C'était dans 2024. Merci à vous deux d'être présents ce soir dans Question du soir. D'abord, l'euthanasie, ça finit par nazi. Cessons avec ce mot. C'est un accompagnement, c'est une mort douce, c'est une fin de vie. Trouvons d'autres mots. Ce n'est pas à la Belgique, ce n'est pas à la Suisse de s'occuper de la fin de vie des Français. On s'est rendu compte que de créer un comité qui vienne voir et qui dise oui à la mort pour ce patient et non à la mort pour cet autre patient, c'était contraire à toute notre démocratie. Je me rappelle un soir, je lui dis comme tous les soirs, bonsoir mon Titi, à demain, je t'aime. Et qui m'a repris la main en me disant « Mais arrête maman, tu m'aimes pas, si tu m'aimais, tu me laisserais mourir ». Cette proposition de loi tente pour une personne incurable à pouvoir refuser l'acharnement thérapeutique, c'est-à-dire vivre pleinement sa mort. À partir du moment où on essaie de changer les derniers moments, qui est changer la mort, on va remonter petit à petit. Et vous savez ce à quoi on aboutit? On aboutit à une véritable révolution, parce que vous changez toute la société. Eu égard au temps que je passe sur le sujet, à l'engagement qui est le mien, oui, je souhaite que ce texte soit achevé avant la fin du quinquennat. Et on va parler bien sûr de ces deux textes examinés à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale, mais je voudrais d'abord que l'on débatte des conditions même de ce débat sur la fin de vie, en commençant par les mots d'un auditeur qui nous a transmis ce message cet après-midi. Je le cite: « Si ce débat n'en finit pas, dit-il, c'est à mon sens parce que la problématique qui le contient n'a pas encore été vraiment construite. Elle repose sur cette question essentielle, est-ce que notre vie nous appartient? Autrement dit, est-ce que nous reconnaissons au sujet que nous sommes tous le droit d'en disposer librement ?» Alors, est-ce qu'à votre avis, Bruno Dalla Porta, la question est mal posée, le débat même est mal posé, ou est-ce que par construction, la réponse sur la fin de vie est éminemment compliquée? Oui, la réponse est extrêmement compliquée. La question qui pose ne pose pas bien le problème au niveau démocratique. En réalité, il y a trois camps. Il y a un camp plutôt conservateur, passéiste. Dieu est bon, Dieu a fait la nature, on respecte la nature. Il y a un deuxième camp progressiste, liberté, c'est ce qu'il dit. Et puis un troisième camp qui s'est levé, c'est les valeurs du soin. C'est-à-dire que les professionnels, quel que soit leur parti, leurs origines, en fait, ont des visages, des corps qui souffrent et on habite très différents. Et donc la question, on y reviendra, n'est pas celle-là. Fondamentalement, la question, c'est peut-on faire tomber l'interdit de donner la mort dans une démocratie? Quelles conséquences à long terme pour les vulnérabilités? Où se situe l'interdit de donner la mort avec les progrès de la médecine? Et est-ce que c'est un progrès? Ce que pense tout le camp liberté, où il y a beaucoup de personnes de gauche et d'écologistes, mais je pense qu'ils se trompent. En fait, l'euthanasie est un marqueur d'entrée en dérégulation profonde et anthropologique. C'est un marqueur de l'ancien monde. C'est un marqueur crépusculaire, plus qu'un progrès, et c'est là-dessus que se situe l'enjeu. On va revenir sur ce découpage politique, mais votre avis, avant tout, François Blot, est-ce que la question est bien posée? Le train de questions suggéré par Bruno Dalla Porta est-il le bon? Oui, entre autres, que la question se pose au niveau philosophique de savoir si nous sommes un corps ou nous avons un corps et quel niveau de disposition nous pouvons avoir à ce niveau-là, évidemment, est fondamental. Mais la rudesse des débats actuellement, elle dépasse la question philosophique, qui n'est qu'un niveau du côté acerbe qu'il y a dans les échanges entre les
pour et les contre, on va dire, pour faire simple. Il y a ce niveau philo, politique, éthique, etc. Certes, il y a un deuxième niveau qui est le niveau médical, le niveau pratique, le niveau de la loi. Et là, peut-on donner la mort? Qui le fait? C'est un soin, etc. Et puis, il y a un troisième niveau dont on parle peu, c'est le niveau émotionnel, le niveau viscéral. Et je pense que beaucoup de nos réactions et de la violence des réactions des deux côtés vient du fait que c'est notre ventre et nos viscères qui parlent. Ça n'est pas, et en particulier quand on est soignant, et en particulier quand on est soignant de soins palliatifs, ça n'obéit pas aux codes avec lesquels nous avons été élevés. Et ça nous meurtrit, ou ça meurtrit les gens qui sont contre, dans leur chair même. Et ça peut obstruer, je pense, les dimensions plus élevées ou plus philosophiques justement du débat, parce que très souvent, on en arrive à des mots qui dépassent la pensée, ou peut-être pas d'ailleurs, enfin en tout cas qui sont extrêmement violents, et qui témoignent de ce côté profond et viscéral. Vous disiez à l'instant, Bruno Della Porta, sur ce sujet de la fin de vie, de l'aide à mourir, il y a une tripartition du champ en matière politique. Il y a le camp des progressistes, celui des conservateurs, celui du soin, si je vous ai bien suivi. Mais cette tripartition ne recoupe pas, j'allais dire, le schéma habituel, l'échiquier traditionnel habituel. Vous-même, vous êtes plutôt, là encore, je parle à votre place, contre l'idée d'avancer trop largement sur l'euthanasie, sur l'aide active à mourir. Et dans le même temps, vous vous définissez de gauche. Alors, est-ce que c'est une contradiction apparente, ou dans le fond, c'est parce que le sujet est bien plus compliqué, bien trop compliqué pour recouper parfaitement les schémas traditionnels? Donc, je vais faire une réponse un peu longue pour clarifier les enjeux. D'abord, aide à mourir, c'est un amalgame, une confusion. Tout le monde veut être aidé à mourir. Et en fait, c'est un terme qui enfume et qui embrouille beaucoup le débat. Ensuite, si vous voulez, quand on est médecin, on a 5 situations qui nous relient à la mort. Et ça, c'est très important. Vous allez voir, c'est le plus important parce qu'avec les progrès de la médecine, on ne sait plus où est l'interdit de donner la mort. Donc, premièrement, vous avez l'abstention. Vous ne transférez pas un patient de 90 ans en réanimation parce que vous ne savez qu'il ne va pas tenir et vous accélérer la mort. Deuxièmement, vous avez l'analgésie. Vous pouvez prescrire des sédatifs, des antalgiques à une personne qui a des métastases osseuses extrêmement douloureuses au risque d'accélérer la mort. Donc, abstention, analgésie. Troisièmement, vous avez les limitations et arrêt de traitement. C'est-à-dire qu'on peut arrêter un traitement inutile, disproportionné. Par exemple, je suis néphrologue en dialyse, je peux arrêter la dialyse. Tout ça, ça fait partie des bonnes pratiques. Quatrièmement, vous avez le suicide assisté. Dans ce cas-là, on donne à la personne un poison qu'elle va elle-même absorber ou une perfusion qu'elle va déclencher. Cinquièmement, vous avez l'euthanasie. L'euthanasie, c'est le médecin qui provoque délibérément la mort. Et ce qui est très important de voir, et je vais prendre encore une minute ou deux parce que tout se base là-dessus. En fait, la confusion. Je vous en prie, prenez votre temps. Le 1, 2, 3, 4, 5, il y a un crescendo dans la gravité morale. Abstention est moins grave que suicide assisté et que euthanasie. Et deuxièmement, le plus important à repérer, et que personne ne repère dans les débats démocratiques, c'est que tout l'enjeu se situe dans le fait que 1, 2, 3 et 4, 5, c'est pas la même chose. 1, 2, 3, abstention, analgésie, arrêt de traitement. La personne meurt du fait de la maladie. Elle meurt du fait des choses. 4 et 5, c'est l'humain qui provoque délibérément la mort à l'humain. C'est l'humain qui fait quelque chose à l'humain. Si bien qu'il y a une rupture anthropologique entre le 1, 2, 3 et 4-5. C'est-à-dire que les gens mélangent tous ces cas de figure. Et si vous voyez dans les débats, même dans les médias, même chez les experts, si vous faites un micro-trottoir, les gens sont à 90% pour l'aide à mourir. Mais en fait, ils vont vous dire « je suis pour l'aide à mourir parce que c'est scandaleux de souffrir énormément en fin de vie ». Or, la loi Leonetti, depuis 20 ans, accepte le numéro 2 qui est analgésie. Où ils vont dire « je suis contre… » C'est la sédation. C'est l'analgésie, la sédation proportionnée, on soulage la personne. Où elles vont dire, je suis contre le pouvoir abusif des médecins, je suis contre l'acharnement thérapeutique. En réalité, ça fait partie des bonnes pratiques depuis 20 ans. On n'a pas à faire d'obstination déraisonnable, d'acharnement thérapeutique. Et donc, en fait, les Français réclament à grands cris déjà ce qui existe. Et ensuite, les cas 4 et 5 sont exceptionnels. Si vous venez dans mon service demain matin, vous n'avez pas de demande d'euthanasie. C'est très rare. Nous, on a eu 0,5% de demande d'euthanasie. Ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est d'avoir des infirmières, des soignants, des bonnes pratiques, etc. Si bien que on est en train de faire tomber un interdit universel et symbolique. Et donc, je suis très heureux de discuter avec François, parce que moi, on peut discuter de façon calme. Mais là où on ne va pas être d'accord au niveau philosophique, c'est que la question, c'est la question de l'universel. C'est pas la question c'est pas la question de la singularité ou de l'émotion. C'est est-ce qu'on maintient un ordre symbolique et universel pour les plus vulnérables dans le futur? C'est ça la question.
Je vais réagir du coup, François Blot. Effectivement, est-ce que la loi traite déjà l'essentiel? Lorsqu'on dit les Français réclament à corps et à cri ce qui est déjà possible, ce qui est déjà permis, est-ce que vous êtes d'accord déjà avec cette assertion? Partiellement, il y a la loi, puis il y a les faits sur le terrain et en santé, déjà. Donc, entre ce que dit la loi et la façon, l'équité de l'accès aux soins de nos concitoyens, il y a déjà un grand hiatus. Donc, la loi, effectivement, c'est une chose, mais quand Bruno dit « mais la loi dit déjà faut pas faire d'obstination déraisonnable », oui, la loi le dit, mais en pratique, les docteurs sont très, très friands d'obstination déraisonnable, et même parfois les patients eux-mêmes, parce qu'il en va de leur vie. Donc, que la loi dise une chose et que ça se traduise dans la réalité, c'en est une autre. La deuxième chose, c'est la loi Claes-Leonetti, donc la loi de 2016 qui introduit la sédation profonde et continue. Répond-elle à ces situations un peu extrêmes de demande de fin de vie un petit peu accélérée, on va dire. Donnez-nous un exemple concret pour qu'on puisse là aussi se représenter les choses. Vous êtes un patient de cancérologie, c'est mon quotidien, qui a une atteinte très très disséminée, qui ne peut plus se lever, qui est alité à 100% du temps, mais qui a encore sa tête, et mais qui n'a plus que la peau sur les os, par exemple, et qui a une gêne respiratoire. Cette personne peut demander à être endormie de façon à ne plus... alors que tous les traitements contre la douleur sont en place, que les traitements contre l'anxiété sont en place, mais évidemment, la souffrance psychique, spirituelle, etc. du patient, elle peut dépasser largement tout ça. Et parfois, peut même y avoir des douleurs physiques qui dépassent les traitements qu'on met en place. Donc, la personne peut demander, dans un certain nombre de cas, et là, pour le coup, en cancérologie, c'est probablement plus fréquent que dans les pathologies rénales, et ça l'est encore plus dans le cas des pathologies neurologiques, on a des personnes qui disent, là, vraiment, je voudrais m'endormir et ne pas me réveiller. La loi Claes-Leonetti 2016, elle est censée répondre à ça, en proposant pour les personnes qui ont un pronostic engagé à quelques jours, quelques heures ou quelques jours, cette sédation sur laquelle on ne reviendra pas, c'est-à-dire on ne réveillera pas le patient. Sauf qu'en pratique, c'est très très peu fait. Le nombre de gens qui la demandent et le nombre de personnes qui l'obtiennent, il y a là aussi la situation idéale. J'ai entendu un médecin d'hospitalisation à domicile dire à un ami, « Ah mais vous savez, enfin à l'épouse d'un ami, vous savez, il y a la loi pour les citoyens, puis il y a la loi pour les soignants. » Bon. Et puis, il y a la troisième catégorie qui est les personnes qui ne sont pas en toute fin de vie imminente, mais qui connaissent l'évolution naturelle de leur pathologie. Et là, je pense notamment aux personnes qui ont des maladies neurodégénératives. On cite très régulièrement la maladie de Charcot, mais la maladie de Parkinson également en fait partie, et il y en a beaucoup d'autres, qui savent ce qu'ils vont devenir, qui ne veulent pas de cela, et pour lesquels, actuellement, qui donc demandent à ce qu'effectivement on anticipe, et de façon très nette, c'est-à-dire que leurs jours ne sont pas comptés à quelques jours, et la loi ne permet aucune réponse à ça. Et je vais laisser la parole à Bruno, évidemment, mais là-dessus, je pense qu'on peut... Alors c'est compliqué, mais que l'universalité, j'y tiens aussi beaucoup, mais il y a après quelque chose qui est de l'ordre de l'examen de personnes dans une situation qui sont en 2025, des situations qui n'existaient pas à l'époque de Kant et dans les années 70. Et ça, je ne pense pas qu'on puisse rester aveugle face à ça. Si vous faites référence à Kant, c'est notamment parce qu'il est, j'allais dire, le héros de la morale, j'allais dire, qui dans l'absolu, décide ce qui doit être bon pour un homme sans le comparer aux autres. C'est une morale presque absolue. Bruno Dalla Porta, quand on entend justement ces cas précis, la loi ne peut rien faire pour eux, ne peut absolument rien faire pour eux. On dit souvent que ces cas sont minimes, peu nombreux. Est-ce que c'est vraiment le cas d'abord ? D'accord. Donc, par rapport à ce que dit François, je suis 100% d'accord avec les deux premiers points. En fait, la loi de 2005, Leonetti, est une très grande loi. Elle n'a pas été enseignée, elle est mal connue, elle est mal appliquée, et la médecine a à faire un mea culpa. Les médecins ne sont pas formés, ils ne soignent pas bien, ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont traumatisées par des proches, victimes d'acharnement thérapeutique, d'abandon médical, etc. Mais si vous avez une très grande loi
et que vous la changez parce qu'elle n'a pas été enseignée, c'est comme si vous avez des règles du jeu dans une partie de football et que personne ne connaisse les règles et vous la changez. Donc là, je suis entièrement d'accord avec ces deux points. Le troisième cas, alors les maladies neurodégénératives notamment. Voilà. Alors là, on tombe sur un problème philosophique et kantien. D'accord ? Je ne vais pas répondre de façon sensationnelle. C'est-à-dire que la question, c'est fait-on tomber un principe universel ou est-ce qu'on respecte qu'il y a des transgressions rares ? Deuxième question que ça pose, c'est peut-on légiférer l'exception dans une démocratie quand on sait que si vous les légiférez, en fait elles sont vraiment rares, le chiffre on ne le connaît pas vraiment François et moi, il est entre 0,5% et 3%. Par contre, quand tu dis qu'en cancérologie, il est un peu différent en néphrologie, nous on a beaucoup de cancérologie, nous ce qui fait que le chiffre est bas, c'est qu'il y a de la socialité. Les personnes en dialyse voient tous les jours des professionnels de santé, ils sont en relation et le chiffre est très bas parce qu'il y a la socialité. Ce qui veut dire qu'en fait, ce qui est important, c'est de soigner l'environnement des personnes. Donc, dans un monde idéal, probablement que le chiffre serait vraiment très bas. Et quand François dit aussi il y a des problèmes de mauvaise connaissance de tout ça, il pose la bonne question, mais l'euthanasie n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse, c'est comment on améliore tout ça. Donc, j'ai toujours pas répondu à votre question qui est compliquée. Qu'est-ce qu'on fait de l'exception ? Mais alors je laisse peut-être François répondre. Au-delà d'ailleurs, non, je vous laisse poursuivre. Qu'est-ce qu'on fait de l'exception ? Mais même plus précisément, qu'est-ce qu'on fait, j'allais dire, de ces gens-là, très concrètement, au plus près, j'allais dire, de leur souffrance, de leur maladie et de leurs proches ? D'accord. Alors, déjà, moi, je parle de mon expérience clinique. J'ai eu 200 décès dans les 10 dernières années. On a repris tous les décès. Il n'y a eu que 1% de demandes d'euthanasie. Dans les 1%, la moitié était liée à des souffrances insupportables. On les a hospitalisés, on les a soulagés, ça a disparu. Et 3 mois après, vous les croisez, ils ne demandent absolument plus à mourir. Donc déjà, les bonnes pratiques permettent de diminuer le chiffre. Deuxièmement, la socialité. À partir du moment où on n'est pas isolé, abandonné socialement, à partir du moment où on n'a pas une mort sociale, la demande est très faible. Les 0,5%, qu'est-ce qu'on en fait ? C'est la vraie question. Mais la question, je vous le répète, c'est une question de philosophie du droit. Est-ce que, pour une grande loi universelle, on légifère l'exception ? C'est ça la vraie question, et c'est là-dessus où on ne va pas être d'accord. Alors, à ce propos, je voudrais justement entrer dans le texte qui est examiné aujourd'hui par les députés. Le deuxième texte qui concerne justement l'aide active à mourir. Cette proposition de loi dispose, telle qu'elle est écrite aujourd'hui, notamment qu'une personne malade peut se voir accorder une aide à mourir si elle est, je cite, atteinte d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause, engageant le pronostic vital en phase avancée ou terminale, fin de citation. Est-ce qu'il vous semble, vous-même, François Blot, que ce texte-là, tel qu'il est rédigé, permettrait de faire avancer les choses et notamment de régler les 3 cas que vous avez mis en lumière ? Oui, largement, même si c'est encore imparfait et même si des amendements sont déjà en train d'être dans les tuyaux venant notamment du gouvernement pour essayer de resserrer encore un peu les boulons autour de ça. Plus de 1000 amendements dans la soute des députés. Oui, alors moi, j'ai pas eu connaissance des 1000, mais ça m'étonne pas. Olivier Falorni, quand il a présenté son projet de loi, sa proposition de loi en 2021, il s'est heurté en une journée à 3005, je crois. Donc, donc c'est sûr que là, sur 15 jours, ça va être la fête. Alors, qu'est-ce que ce texte changerait concrètement ? Il changerait le fait que, à mon avis, le principe d'universalité, effectivement, il est absolument majeur. Sauf que la société est en train de changer de façon absolument sensationnelle et de façon... c'est une mutation totale. Dans les années 70, on mourait de son premier cancer, de son premier infarctus, on mourait à 70 ans et la médecine, en gros, elle pouvait encore pas grand-chose. Depuis, elle a fait des progrès considérables et en particulier, elle est capable de nous maintenir sous respiration artificielle pendant un temps important, notamment quand on a une maladie neurodégénérative. Elle est capable de nous traiter un cancer x2, x3. Elle est capable de nous traiter nos infarctus x2, x3 et nos accidents cérébraux, pareil. Ce qui fait que les vertus de la médecine qui nous ont amenés à vivre d'abord plus longtemps, mieux pendant longtemps, au bout d'un moment, finissent par se retourner contre nous. En tout cas, contre un certain nombre de personnes qui n'y trouvent plus leur compte en termes de qualité de vie et de sentiment qu'elles ont de leur propre dignité. Je fais très attention en utilisant ce mot-là, parce que ce mot-là, il peut être effectivement vu comme un mot universel et ontologiquement lié à l'homme, c'est-à-dire que l'homme est digne par nature.
Donc, il ne s'agit pas de dire qu'il y a des morts dignes, des morts indignes. Il y a des sentiments d'être dans une situation où on ne se sent pas traité dignement. Et ces personnes-là demandent qu'on les aide à récupérer la manière de partir qui est conforme au sens qu'elles ont donné antérieurement pendant les 80 ans qui ont précédé à leur vie. Et ça, pour moi, je ne me vois pas... Alors, même si les cas sont rares, comme tu dis Bruno, 0,5, 1, 3% peut-être, ou 4 comme aux Pays-Bas, ou peut-être plus si certains pays qui dérivent, entre guillemets, je mets plein de guillemets, voilà. Je ne vois pas comment on peut tourner le dos, et ça n'est pas qu'une question d'émotion. C'est une question d'une personne vivante qui demande à une autre personne vivante et qui a des moyens à sa disposition, de l'aider non pas à lui donner la mort, et c'est là que je m'inscris en faux sur cette manière de dire les choses. Je n'ai pas le sentiment en accédant à une demande de suicide assisté ou d'euthanasie, de donner la mort. Je pense que la mort est dans ces cas-là déjà là. En tant que médecin, vous voulez dire ? Oui. Vous n'avez pas le sentiment de donner la mort lorsque vous accompagnez un suicide assisté, lorsque vous commettez un acte d'euthanasie ? Alors d'abord là, on parle au présent et rappelons que c'est une hypothèse et une évolution future possible et non pas certaine. Mais non, je maintiens que c'est un acte pour moi de fraternité et qui rentre dans... Alors je sais que je vais heurter la plupart de mes... je travaille avec 6 collègues de soins palliatifs tous les jours dans mon hôpital et je pense qu'elles vont me maudire. Mais j'ai le sentiment que cette demande qui est faite effectivement dans des cas rares, mais qui est faite de façon réitérée, qui reflète la voix du patient, et cette voix quand même, ça fait 25 ans qu'on travaille ou 30 ans sur la démocratie en santé, la voix du patient, sa capacité à accepter, sa capacité à refuser contre le paternalisme médical dont nous sommes les héritiers, eh bien, elle doit être entendue, et je me sens dans mon rôle de soignant en entendant ces cas méticuleusement examinés encore une fois, hein, c'est pas, on jette pas le bébé avec l'eau du bain, mais on écoute la parole de la personne. Votre sentiment, Bruno Dalla Porta, j'allais dire, sur la fonction même du thérapeute, sur sa mission, sur sa vision également du soin ? Non, mais moi, je vais d'abord répondre à cette question. Excusez-moi. Mais en fait, l'enjeu, c'est pas la mort n'est pas un enjeu médical, c'est un enjeu anthropologique, philosophique, civilisationnel. Et c'est un enjeu à long terme. Donc, là où je suis d'accord avec tout ce que tu dis, sauf sur ce point-là. C'est les 1, 2, 3, 4, 5. C'est là que ça se passe. Quand tu dis la mort, etc., et partout, non. Dans le 1, 2, 3, abstention, on a l'intention de soulager au risque de la mort. C'est une question d'intention. Dans le cas 4 et 5, on a l'intention de la mort. Donc, bien sûr que la mort est partout en médecine, mais là, c'est l'intention dont on parle. Hein, et c'est extrêmement important. Et donc, le problème, c'est que quand Guilhem dit, on ne peut pas légaliser une transgression. Paul Ricoeur le dit. C'est-à-dire, si vous protocolisez une transgression, vous faites multiplier les transgressions. Donc, si vous voulez régler les 0,5% ou les 1%, eh bien, en fait, après, vous passez aux personnes mineures. Du fait de l'égalité des droits, vous avez les personnes atteintes de troubles cognitifs, de troubles psychiatriques. Vous avez la personne qui va être euthanasiée et donner ses organes après. Et vous faites proliférer les exceptions. Donc, en fait, même en termes mathématiques, vous partez de 1% et vous finissez comme au Québec avec 7%, etc. Mais lorsque François Baud dit c'est un acte fraternel dans sa bouche, dans ce que je comprends, dans ce que j'entends, ce n'est pas nécessairement une transgression en l'occurrence. Alors, moi, j'ai souvent fait des débats avec des médecins et je leur dis combien de fois dans votre vie ça vous est arrivé. Ils réfléchissent, ils vous disent une fois. C'est exceptionnel. Donc, qu'un médecin s'engage, j'ai le plus grand respect pour une euthanasie dans le proche en proche, etc. Il n'y a aucun problème. Mais qu'un État protocolise la mise à mort d'autrui à sa demande, ça me pose un problème. Et par rapport à la loi Kouchner et à la loi Leonetti, effectivement, c'est respecter la volonté de la personne, mais sous un universel symbolique.
le tu ne tueras pas persiste. C'est-à-dire que la loi Leonetti, c'est on respecte l'autonomie de la personne, mais par contre, on maintient une loi collective pour le long terme, pour protéger les vulnérables, parce qu'ensuite, après, vous avez des dérives qui arrivent implacablement. Est-ce que la loi telle qu'elle est rédigée aujourd'hui, Bruno Dalla Porta, je le rappelle la fin, ça concernera les personnes dont le pronostic vital est engagé en phase avancée ou terminale. En phase avancée ou terminale, ça a fait beaucoup débat. Votre avis sur cette expression? C'est grave comme tout, c'est gravissime, parce que en fait, vous avez beaucoup de maladies chroniques qui rentrent là-dedans. Vous avez peut-être 1 million de personnes qui rentrent là-dedans. Mais bien, alors François, je t'explique, je travaille en dialyse. En dialyse, une personne qui a une drépanocytose, qui a 25 ans, peut vivre 30 ou 40 ans avec une greffe ou une dialyse. Il a tous les critères de ça. S'il est dépressif, qu'il est borderline et qu'il a envie de s'arrêter, il le peut. Il dit, je refuse la dialyse, ma maladie est grave, incurable, en phase avancée terminale, il peut mourir dans 15 jours. Il n'y a rien qui l'empêche. Tu dis toi-même qu'il n'a aucune demande. Donc en fait, ça ouvre le champ. C'est un critère très flou. C'est-à-dire, pronostic vital à court terme, on voit ce que c'est, quelques jours à quelques heures. Pronostic vital à moyen terme, c'est compliqué. 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est pas trop. Maladie en phase avancée, il y en a énormément. C'est-à-dire que là, forcément, moi, en dialyse, je vous garantis qu'ils peuvent rentrer dedans extrêmement facilement. Ils disent, j'arrête la dialyse, et ils rentrent dedans. Ils ont une souffrance insupportable. Ils ont tous les critères. François Blot, vous partagez ces inquiétudes ? Ah non, non. Si, bien sûr, en partie. D'ailleurs, quand j'ai écrit mon livre au début, je partais plutôt sur une hypothèse négative et j'ai dû mettre noir sur blanc les idées avant d'arriver à « il faut répondre favorablement ». Donc oui, évidemment, je partage. Vous avez changé votre avis dans l'écriture ? C'est-à-dire que mon avis était balancé, il était déchiré, et l'écriture m'a permis de dire que ne pas légiférer en faveur de l'accès à l'aide active à mourir maintenait des situations d'iniquité, c'est-à-dire d'inégalité, d'arbitraire et de clandestinité. Pour revenir à ce que dit Bruno, j'ai peur que justement on rentre dans un peu l'espèce de théorie des grandes peurs, c'est-à-dire avec des grands nombres, avec tout le monde va pouvoir être éligible et tout le monde va pouvoir rentrer là-dedans. Évidemment, si on regarde les critères d'éligibilité, si je puis dire, quand même un terme assez horrible, on peut imaginer que des demandes, en tout cas des personnes rentrent dans ce cadre possible. Mais on oublie une chose, les personnes demandent ou demandent pas, c'est la demande de la personne qui fait foi. Et tu dis toi-même que dans ta pratique, les demandes ont été extrêmement rares. Donc, des tas de gens, effectivement, vont être dans des situations de maladie avancées, incurables, etc. Mais les gens veulent vivre en général. Il y a très très peu de personnes, y compris en oncologie avancée, qui demandent qu'on arrête tout. Mais quand on dit qu'il faut parfois aussi, et que c'est le rôle de la société, protéger les gens contre eux-mêmes, contre ceux qui souhaiteraient mourir, qu'est-ce que l'on peut opposer à cela, à une telle volonté ? Eh bien, je pense qu'on a 30 ans d'histoire derrière nous qui ont été initiés par l'époque SIDA, où on a appris que le patient n'était plus l'objet du professionnel, qu'il avait son libre arbitre, qu'il avait possibilité de participer à la décision médicale à l'échelle individuelle, qu'il avait la possibilité de participer politiquement aux choix médicaux qui devaient être faits. On n'a pas gagné la partie encore. Mais pour autant, les mouvements associatifs, les états généraux de la santé du cancer, la loi Kouchner, tout ça nous a appris que les personnes n'étaient pas des imbéciles absolus. Et que donc, leurs demandes, leurs paroles pouvaient mériter d'être écoutées et même respectées. Donc, protéger les gens contre eux-mêmes, ça me semble d'une présomption dans laquelle je ne me reconnais pas. Bruno Dalla Porta, sur ce point, sur la protection des patients. François l'a très bien dit, je suis entièrement d'accord avec lui. On est passé d'un paternisme médical à l'autonomie de la personne, il n'y a aucun problème là-dessus.
Par ailleurs, vous avez des personnes jeunes qui peuvent être borderline avec tout leur discernement et qui... Ça veut dire quoi, borderline? Borderline, c'est une personne un peu impulsive qui a 25 ans, qui est déprimée, elle s'est pris un immeuble sur la tête, elle dit je veux plus vivre, je veux tout arrêter, et elle va passer un tunnel. Et là, heureusement qu'on les accompagne et qu'on les soutient et qu'on essaie de passer le tunnel, et puis un an après, elle vous remercie en disant je m'en suis sorti. Donc bien évidemment que je suis entièrement d'accord avec ce qu'il dit sur l'autonomie. Mais il faut faire la différence entre la volonté transitoire et ce qui relève de la volonté intime et profonde. Le problème, c'est qu'après, vous ruinez la prévention du suicide. C'est-à-dire que si une personne est suicidaire et qu'elle a son discernement, eh bien, en fait, toute la prévention du suicide est impossible. Et par exemple, il y a la thèse de François Chastain qui est très intéressante. Elle a repris les cas d'euthanasie chez les personnes qui ont été suicidées. Eh bien, en fait, il y a un chevauchement entre les personnes suicidaires et le suicide assisté. C'est-à-dire que ce sont des femmes jeunes qui ont été victimes d'abus sexuels, qui ont déjà fait des tentatives de suicide, qui ont le discernement, qui sont borderline. Et en réalité, c'est toute une nouvelle façon de se suicider. C'est pas fréquent, mais c'est une nouvelle façon de se suicider. Donc oui, par rapport à ce qu'il dit, je suis entièrement d'accord. Mais il faut voir aussi l'ambivalence humaine, la complexité humaine, et qu'une personne, quand elle se prend un immeuble sur la tête, il faut quand même pouvoir l'accompagner et pas répondre à sa demande de façon impulsive en 15 jours, quoi. Ce que prévoit toujours le projet de loi, tel qu'il est examiné aujourd'hui par les députés, c'est la liberté pour le malade de choisir entre auto-administration de la substance létale et administration par un médecin ou un infirmier. François Blot, ce choix-là, j'allais dire l'option euthanasie ou l'option suicide assisté, pouvoir choisir entre l'un et l'autre, c'est pour vous la bonne solution là aussi? Oui. Je pense que le Rubicon, si on veut prendre ces petites métaphores fluviales, il est pas dans la... Enfin, évidemment, il y a une différence entre donner un verre qui contient une substance et injecter une seringue qui contient la substance et le faire avec ses mains. Pour autant, le grand virage, c'est celui du oui qui est donné par le corps médical avec une collégialité qui doit exister, mais pas non plus être absolument effrayante pour tout bloquer, à une demande qui est examinée, qui est réitérée, qui est maintenue. Après, j'ai employé ce mot hypocrisie avec beaucoup de prudence parce que c'est un peu accusatoire, mais je trouve que le geste fondamental de ce don, de ce soin fraternel tel que je le conçois, il est de dire OK à ta demande. Après, de dire « Ah oui, mais tu le fais tout seul, parce que là, pour le coup, moi, je m'en lave les mains. » Non, je trouve que à partir du moment où une relation de confiance s'est établie entre un patient et son cancérologue, son patient et son... je dis son, d'ailleurs, horrible, un pronom possessif. Entre un patient et le médecin. Mais c'est aussi ce que disait Canguilhem. Ça peut se faire quand il y a une relation intime. Mais on est vraiment seul dans le suicide assisté. On est aussi quand même accompagné par la communauté soignante. On n'est pas, me semble-t-il, encore une fois, totalement délaissé. Ah bah ça dépend des... Il existe des processus d'accompagnement, c'est pas parce que... Alors tout va dépendre du modèle, entre guillemets, que choisirait ou choisira la France. Si vous regardez ce qui se passe en Suisse, oui, il y a une forme d'accompagnement avec du bénévolat et vous voyez un médecin une fois, puis vous êtes accueilli par des bénévoles et on vous met en condition pour vous administrer vous-même les choses. En Oregon, donc, l'État des États-Unis qui, en 1997, a légiféré le premier sur 10 États maintenant, on vous prescrit la pilule létale et vous allez la chercher en pharmacie ou pas, vous la prenez ou pas, et dans plus de la moitié des cas, les gens la prennent tout seuls. Donc, le côté fraternel dans tout ça, moi, il m'interroge. Votre avis, Bruno Dalla-Porta, justement sur cette option laissée possiblement par la loi qui serait votée dans quelques semaines, du choix pour le patient français entre l'euthanasie et le suicide assisté. D'accord. Moi, je me répète, en fait, 1982, abolition de la peine de mort. Là, on réintroduit la possibilité pour certains citoyens, les médecins, de provoquer délibérément la mort d'autrui. C'est ça qui est grave, en fait. C'est-à-dire que abstention, analgésie, limitation et traitement, très bien. Et moi, je suis strict. On ne peut pas aller plus loin. Vous faites le lien avec la peine de mort?
Ben oui, bien sûr, le suicide assisté et l'euthanasie, c'est faire tomber l'interdit du meurtre. C'est un interdit anthropologique. C'est comme la prohibition de l'inceste. Qu'il y ait des pères qui couchent avec leurs filles, qu'il y ait des transgressions, qu'il y ait des vols, etc., qu'il y ait des meurtres, c'est une chose. Mais qu'un État démocratique protocolise la mise à mort d'autrui, c'est ça le vrai problème. En termes de philosophie morale et politique, c'est là le problème. Donc en fait, François Blot parle du 4 et du 5. Je suis d'accord avec tout ce qu'il dit en termes médicaux. On a à peu près les mêmes parcours. Par contre, en termes de philosophie morale et politique, je suis absolument strict, on ne peut pas dépasser le cas d'arrêt de traitement. Le suicide assisté est moins grave que l'euthanasie. Les pays qui ont dépénalisé le suicide assisté ont moins de dérives et d'engrenages néfastes, parce que c'est que le cas numéro 4. Mais pour moi, la limite est avant. C'est ça, c'est la limite universelle et symbolique. Je voulais évoquer avec vous un autre sujet, une étude qui a paru la semaine dernière et qui est signée de la Fondapol et qui laisse entrevoir justement le gain économique que pourrait susciter l'euthanasie. Et ce gain économique serait, selon la Fondapol, un sujet caché dont on n'oserait pas parler. L'euthanasie permettrait d'économiser en France chaque année 1,4 milliard d'euros. C'est évidemment cynique, indécent d'en parler en ces termes. François Blot, est-ce que pour vous, néanmoins, c'est un sujet caché, un sujet qu'il faut aborder ? Qu'il faille l'aborder comme tout sujet, rien ne doit être tabou, et donc qu'il y ait une réflexion économique dans n'importe quelle discussion, ça peut se poser. Après, est-ce qu'il faut valider cette affirmation ? Alors, je ne connais pas l'étude publiée il y a une semaine. Par contre, Fondapol, on a fait plusieurs. C'est un travail très sérieux et qui est pour le coup extrêmement bien documenté. Oui. Mais alors, je vous invite aussi à lire, suite à une précédente publication de Fondapol, l'article de démontage, argument par argument, de Mélanie Heard sur Terra Nova, qui a repris... Il y a beaucoup travaillé sur la démocratie sanitaire et justement sur ces années SIDA et à ce qu'on leur doit. Notamment, mais là en l'occurrence, elle prend factuellement les différentes affirmations qui sont faites par Fondapol sur la vulnérabilité des uns, la pauvreté des autres, la minorité ethnique de ceci, cela dans tel pays ou tel État américain, et ou le fait que telle personne, ceux qui demandent l'euthanasie sont ceux qui n'ont pas d'assurance sociale, etc. Et donc, en débunkant, si je puis dire, un petit peu en déboulonnant chaque argument, on arrive à dire que déjà on part sur un mensonge originel. Et Fondapol n'en est pas avare. Pardonnez-moi, la question, parce qu'il nous reste peu de temps, la question qui est posée plus profonde, c'est de savoir s'il y a une pression émise sur les personnes très âgées, malades, parce qu'elles coûtent très cher à la société. Alors ça, moi je suis pas dans la tête de nos dirigeants. Si ça se trouve, il y a effectivement des grands cyniques à la tête de nos États. Ça, je ne peux pas l'exclure. Moi, je ne peux m'exprimer que comme soignant et citoyen. Et quand j'entends à l'échelle juste du soignant, que par exemple, les réanimateurs pourraient être tentés d'euthanasier telle personne, parce que c'est ce que les Américains appellent des bed blockers, des bloqueurs de lit, parce qu'on a besoin pour un autre. Non, moi j'ai fait 30 ans, 35 ans de réa, dont une grande partie comme chef de service, je n'ai jamais vu ça. Donc ça fait partie des grandes peurs. Après, qu'il y ait des esprits cyniques, peut-être. C'était important de le dire, important de le préciser. Votre point de vue, Bruno Della-Porta. Vous posez une bonne question. Je suis absolument pas d'accord avec François sur ce point. Le grand âge va augmenter. On va être 2,5 millions de plus de 85 ans en 2030. On va être 5 millions en 2050. Il y a un problème énorme de coûts. Et en réalité, le problème, c'est justement ça. Est-ce qu'on maintient un univers symbolique pour le grand âge, etc. Il y a eu des études par le think tank Institut Santé au Québec, là où ils ont dépénalisé. 58% des personnes qui demandent l'euthanasie sont ceux qui sont en situation précaire. Au Canada, il y a eu un sondage, Research Call, ils ont demandé à la population, est-ce que vous serez d'accord pour accorder l'euthanasie aux personnes en situation de précarité ? En gros, les SDF. 28% de la population a répondu oui. L'autre jour, il y a un article par Frédéric Bizarre, qui est un think tank. La MGEN milite et fait des lobbies auprès des personnes. Donc, bien évidemment, pour le long terme, pour la collectivité, il y a un enjeu économique et les médias actuellement focalisent sur l'individu, sur le court terme, sur l'exception. L'enjeu, c'est que les valeurs du soin, ce sont les valeurs de demain.
que je vous propose, comme c'est un sujet qui prend beaucoup trop de temps pour le cadre qu'on a là, c'est de refixer une date rapidement pour qu'on puisse justement tenter d'étirer ce débat, notamment quand le texte aura été voté par l'Assemblée nationale, pour avoir justement vos lumières, votre point de vue. Malheureusement, je suis désolé parce que c'est déjà l'heure du journal. François Blot, vous êtes médecin, réanimateur, président du comité d'éthique d'un hôpital parisien, et Bruno Dalla Porta, médecin néphrologue, docteur en éthique et spécialisé en philosophie appliquée à la santé. Un immense merci à tous les deux.